Pendant des années, les clients ont cru comprendre exactement comment les affaires fonctionnaient au sein du Gold et Silver Pawn Shop. Rick Harrison a toujours été l'homme aux commandes, calculant soigneusement chaque dollar, avant de faire une offre tandis que Chumlee était censé rester en dehors des négociations, à moins que quelqu'un n'ait besoin d'un soulagement comique. Mais lors de cette inoubliable série de rencontres entre célébrités, les règles semblaient s'effondrer les unes après les autres. Rick a arrêté de négocier, comme Rick Harrison le fait. Habituellement, Chumlee a parlé précisément au mauvais moment, et un objet inestimable derrière le comptoir est resté la seule chose que Rick a publiquement insisté sur le fait qu'il ne serait jamais vendu, quel que soit le montant offert par quelqu'un. Les surprises sont devenues plus étranges au fur et à mesure que la journée avançait. Dennis a franchi la porte d'entrée avec 60 000 $ avant que Rick ne réalise pleinement que la transaction lui avait échappé, tandis que Dennis Quaid a fini par authentifier son propre autographe devant tout le monde qui le regardait. Steve Carell s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre à enchérir contre sa propre offre pour un couteau qu'il n'avait jamais vraiment eu l'intention d'acheter. Une guitare légendaire évaluée à $250 000 a changé de propriétaire, et une apparition de célébrité a créé des conséquences qui coûteraient à Rick bien plus que ce à quoi il s'était attendu. Une autre matinée ordinaire au prêteur sur gage est soudainement devenue tout sauf ordinaire, lorsqu'un client nommé Robert a franchi la porte d'entrée avec une affiche de film soigneusement encadrée. L'affiche présentait Dennis Quaid représentant Ronald Reagan avec un autographe noir audacieux étendu en bas. Robert n'espérait pas simplement le montrer, il était arrivé avec un seul objectif en tête. Il voulait transformer ce qu'il croyait être une authentique signature de célébrité en argent liquide. Robert a expliqué qu'il était venu vendre l'affiche signée du film Reagan parce qu'il avait besoin d'argent. Il a parlé avec assurance, insistant sur le fait qu'il n'y avait absolument aucun doute sur l'authenticité de l'autographe et qu'il n'y avait aucun problème caché qui pourrait en réduire la valeur. Après avoir recherché en ligne des souvenirs similaires de Dennis Quaid, il a estimé que le prix demandé de $350 était plus que raisonnable. Dans son esprit, il avait déjà fait tous les devoirs nécessaires pour justifier ce nombre. Cependant, la confiance ne signifie pas grand-chose dans un prêteur sur gage. Rick Harrison a passé des décennies à écouter les vendeurs jurer que leurs objets de collection sont authentiques, rares et valent chaque centime du prix qu'ils demandent. Des milliers de clients ont franchi ses portes en insistant sur le fait que leur signature était authentique, que leurs antiquités étaient inestimables et que leurs objets de famille méritaient des offres premium. L'expérience a appris à Rick que la confiance seule ne suffit jamais pour conclure une transaction. Rick ramassa tranquillement l'affiche encadrée et l'inclina sous les lumières du magasin, examinant soigneusement chaque détail de la signature. Il n'y eut aucune réaction dramatique, aucun soupçon immédiat et aucune excitation visible sur son visage. Au lieu de cela, il est resté inhabituellement calme, étudiant l'autographe avec l'expression patiente qui est devenue sa marque de fabrique au fil des années. Même Chumlee se pencha en avant, sentant qu'une seule question comptait vraiment désormais. La signature est-elle réellement réelle ? Cette simple question plane sur presque tous les autographes qui entrent dans le prêteur, sur gage aussi convaincante que puisse paraître l'histoire qui se cache derrière. Robert a immédiatement redoublé d'efforts, insistant avec une totale certitude sur l'authenticité de la signature. Rick avait entendu cette même confiance inébranlable des milliers de fois auparavant, et l'expérience lui disait une chose: les gens peuvent être absolument convaincus qu'ils ont raison et avoir complètement tort. Que le vendeur croit que l'autographe est authentique ne change finalement rien. Rick sait qu'une fois qu'il remet de l'argent, le risque financier devient entièrement sous sa responsabilité. Avant de payer ne serait-ce qu'un seul dollar, il a besoin d'une preuve qui puisse résister à l'examen minutieux des collectionneurs et des futurs acheteurs. Alors comme seul Rick Harrison peut le faire dans une ville remplie d'artistes et de célébrités, il a pris le téléphone et a décidé de faire appel à un expert. Normalement, cet expert serait un spécialiste de l'écriture manuscrite ou un authentificateur professionnel possédant des loupes, des ouvrages de référence et des années d'expérience médico-légale. Cette fois cependant, Rick avait en tête quelque chose de bien plus convaincant. Au lieu de faire appel à quelqu'un qui étudie les signatures des célébrités, il s'est arrangé pour que la célébrité elle-même franchisse la porte d'entrée. L'expert n'analyserait pas l'autographe de Dennis Quaid. Il dirait simplement à tout le monde s'il l'avait signé. Lorsque Dennis Quaid entra dans le prêteur sur gage, l'expression entière de Robert changea instantanément.
Quelques instants plus tôt, il s'attendait à un évaluateur qui comparerait tranquillement les traits de stylo et les modèles d'écriture manuscrite. Jamais dans son imagination, la plus folle, il n'aurait pensé que l'acteur réel dont le nom apparaissait sur l'affiche deviendrait la personne qui l'authentifierait. Soudain, les enjeux de la négociation sont devenus bien plus élevés que quiconque ne l'aurait imaginé. Quaid s'approcha du comptoir avec un sourire facile et accepta l'affiche encadrée de Rick. Rick n'a pas perdu de temps pour aller droit au but, demandant directement si la signature lui appartenait. Avant de répondre, Quaid jeta un coup d'œil à l'affiche, étudia attentivement l'écriture, puis sourit avec reconnaissance. L'autographe a immédiatement rappelé des souvenirs liés non seulement au film, mais aussi à son admiration pour Ronald Reagan. Quaid a commencé à partager une histoire personnelle qui a surpris tous ceux qui l'écoutaient. Il se souvient avoir voté pour la première fois à l'élection présidentielle en 1980, alors qu'il vivait déjà à Hollywood en tant qu'acteur en difficulté, soutenant fièrement Ronald Reagan, parce qu'il l'admirait profondément. Lorsqu'il est rentré chez lui par la suite, son colocataire lui a dit en plaisantant qu'il avait été officiellement expulsé de la foule hippie pour avoir voté républicain. L'histoire a fait rire l'intérieur du magasin, mais elle a aussi confirmé quelque chose de bien plus important. La signature était absolument réelle. Ces 4 mots ont instantanément effacé tout doute persistant entourant l'affiche de Robert. Le soulagement l'envahit comme s'il retenait son souffle depuis son entrée dans le prêteur sur gage. Dans son esprit, la valeur de l'affiche venait d'augmenter considérablement car l'authentification provenait directement de Dennis Quaid lui-même en personne et devant la caméra. Robert a naturellement supposé que la vérification conduirait à une offre généreuse. Au lieu de cela, Rick l'a calmement choqué en lui offrant seulement $100. L'excitation disparut du visage de Robert presque immédiatement, tandis que la déception remplaçait la confiance. Il ne comprenait tout simplement pas comment un autographe personnellement confirmé par l'acteur lui-même pouvait encore recevoir une offre aussi modeste. Robert a fait valoir que la signature avait simplement gagné en valeur, parce que toutes les personnes présentes avaient vu Dennis Quaid l'authentifier de première main. Cette circonstance unique devait sûrement accroître sa valeur. Rick, cependant, avait déjà négocié des milliers de situations similaires et refusé de se laisser emporter par l'émotion. Que l'autographe soit authentique ou non, la valeur de revente dépendait toujours de ce qu'un autre client paierait, finalement. La discussion s'est poursuivie de l'autre côté du comptoir, tandis que les 2 hommes défendaient leur position. Robert a refusé d'abandonner facilement, tandis que Rick s'est resté calme, lui rappelant que le prêteur sur gage avait encore besoin d'une marge bénéficiaire suffisante pour justifier de prendre le risque. Finalement, ils se sont mis d'accord sur $200, un compromis qui n'a laissé aucun des 2 hommes complètement satisfait. Bien que Robert ait reçu moins d'argent qu'il ne l'avait espéré, il est également reparti avec quelque chose d'impossible à chiffrer une conversation mémorable avec Dennis Quaid lui-même. Les surprises des célébrités étaient loin d'être terminées. Peu de temps après, un autre client nommé James est entré dans le prêteur sur gage avec un disque de Bob Dylan intitulé Self-Portrait, initialement sorti en 1970. L'album montrait son âge sur les bords, mais restait dans un état respectable pour ses années. James pensait qu'il méritait $150 et espérait que Rick verrait son potentiel de collection. Rick a examiné attentivement le dossier avant de livrer des nouvelles que James ne voulait clairement pas entendre. Même si Bob Dylan reste l'une des plus grandes légendes de la musique, Self-Portrait n'a jamais été considéré comme l'un de ses albums les plus forts. Composé en grande partie de reprises, il a déçu les critiques dès sa sortie et a continué à susciter beaucoup moins d'intérêt des collectionneurs que les disques les plus célèbres de Dylan. Le sentiment à lui seul ne pouvait pas vaincre la réalité du marché. Rick a répondu avec une offre de seulement $50. James fronça les sourcils, protesta brièvement et essaya de défendre la valeur de l'album, mais la négociation n'alla jamais très loin. Finalement, réalisant qu'il était peu probable que de meilleures offres soient proposées ailleurs, il a accepté l'argent à contre-cœur et a quitté le magasin, croyant avoir obtenu la meilleure offre possible. Aucun des 2 hommes n'a réalisé qu'une opportunité inattendue était sur le point de transformer cet achat ordinaire en quelque chose de bien plus précieux. Par chance, Bob Dylan se produisait à Las Vegas la même semaine. Au moment où Rick a appris que Dylan était en ville, une idée s'est formée presque instantanément. Un album vintage standard de Dylan avait une valeur modeste, mais un album personnellement signé par Bob Dylan pouvait coûter plusieurs fois le prix d'achat auprès de collectionneurs sérieux. Rick a vu une opportunité trop belle pour être ignorée. Il confia la mission à Chomley.
Les instructions semblaient assez simples, localiser Bob Dylan, demander poliment un autographe, rapporter l'album signé au prêteur sur gage et permettre à Rick de le revendre pour un profit substantiel. Cela semblait simple sur le papier, même si en réalité, trouver l'un des musiciens les plus privés au monde s'avérerait tout sauf facile. Pourtant Chumlee a accepté le défi avec enthousiasme. Contre toute attente, la fortune lui sourit. D'une manière ou d'une autre, Chumlee a réussi à repérer Bob Dylan devant un hôtel de Las Vegas et s'est approché de lui avec respect. Dylan, étonnamment aimable face à cette rencontre, a accepté de signer l'album sans hésitation. Tout se déroulait exactement selon le plan de Rick et le magasin semblait sur le point de transformer un achat de $50 en un objet de collection de valeur. Puis vint l'erreur dont les fans de Pawn Stars se souviendront pendant des années. Au lieu de demander à Dylan de fournir uniquement sa signature, Chumlee a demandé avec enthousiasme que la légende de la musique personnalise l'inscription spécifiquement pour lui. Les mots coulaient sur la pochette de l'album avant que quiconque du magasin puisse l'arrêter. À ce moment précis, un objet de collection potentiellement précieux est instantanément devenu quelque chose de très différent. Tout collectionneur d'autographes sérieux comprend une règle fondamentale. Une signature épurée peut plaire à pratiquement n'importe quel futur acheteur, car elle n'appartient à personne en particulier. Cependant, dès qu'une célébrité écrit « A » suivi du nom d'une personne spécifique, le marché se rétrécit considérablement, car l'objet semble désormais profondément personnel, plutôt que universellement collectionnable. La personnalisation transforme souvent les pièces d'investissement en souvenirs sentimentaux. Que Chumlee ait oublié cette règle n'ait jamais su qu'elle existait ou soit simplement submergé par l'excitation de rencontrer Bob Dylan n'avait plus d'importance. Au moment où il revint fièrement au prêteur sur gage souriant jusqu'aux oreilles tout en portant l'album comme un trophée de championnat, le mal était déjà fait. Rick accepta, le disque baissa les yeux sur l'inscription et son expression changea presque instantanément. L'excitation disparut de son visage avant même que Chumlee ne réalise ce qui s'était passé. Les mots « À Chumlee, meilleurs vœux Bob Dylan » étaient clairement écrits sur l'album. Au lieu de posséder un autographe de Dylan très recherché adapté aux maisons de vente, aux enchères et aux collectionneurs sérieux, le prêteur sur gage possédait désormais un souvenir profondément personnalisé qui signifiait presque exclusivement pour un employé. Rick pouvait à peine cacher sa frustration alors qu'il regardait l'inscription. Ce qui aurait pu devenir l'un des flips les plus intelligents du magasin s'est transformé à la manière classique de Chumlee en un héritage familial inoubliable que presque aucun collectionneur ne voudrait jamais acheter. Steve Carell va naviguer. Quelques jours plus tard, un homme à l'apparence familière entre portant des lunettes de soleil et une tenue discrète. Rick le reconnaît presque puis plaisante en disant que si c'était vraiment Steve Carell, il serait beaucoup plus petit. L'homme rit et confirme. Oui, il s'agit en fait de Steve Carell. Carell ne vend rien. Il parcourt la façon dont n'importe qui pourrait se promener dans un étrange magasin d'antiquités en vacances. Il n'y a pas d'entourage, pas d'assistant. Juste Carell parcourant les allées regardant l'étrange collection d'objets qui ont fini derrière une vitre au Gold et Silver Pawn Shop. Ses yeux se posent sur un couteau de plongeur de la Seconde Guerre mondiale posé dans l'étui. Il le ramasse, le tourne dans ses mains et dit qu'il ressemble plus à une matraque qu'à un couteau. Le prix demandé initialement est de $2500. Ensuite, Carell fait quelque chose que personne dans le magasin n'a jamais vu un client faire auparavant. Il commence à faire monter les prix. Carell offre $4000. Rick, sentant que le monde a basculé, compte $5000. Carell relance à $6000. Dans les deux sens, aucun des deux n'est prêt à revenir sur une offre qui a commencé comme une plaisanterie et s'est transformée en le seul marchandage de l'histoire des prêteurs sur gage où le client se bat pour payer plus. Quel est le prix actuel d'un couteau de plongée? $2500. D'accord. Vous savez quoi? Cela semble un peu bas. Je vais vous donner $4000. Le problème avec Carell, c'est que la comédie est exactement celle qui l'a rendu célèbre. L'escalade sèche, le morceau engagé, le refus total de briser le personnage alors même que la situation devient de plus en plus absurde. Rick rit, Chumlee rit, les caméras tournent, et le prix ne cesse de grimper. En fin de compte, Carell s'en va sans l'acheter. Il n'allait jamais vraiment le faire. Il voulait juste jouer au jeu, et Rick était heureux de jouer le jeu. Rick a l'air à moitié déçu,
à moitié ravi. Une vente de 6 000 $ sur un couteau à 2 500 $ aurait été la marge bénéficiaire la plus facile de sa carrière. C'est ce qui arrive quand Hollywood entre dans un prêteur sur gage de Las Vegas. Parfois l'affaire est conclue, parfois l'accord n'existe que sous forme de performance, et parfois la performance est plus précieuse que l'accord ne l'aurait été. Dana White vole l'épée du samouraï. Et puis, il y a Dana White, le président de l'UFC. Un homme qui conclut des transactions à des vitesses que la plupart des gens ne peuvent pas suivre. White entre dans le magasin un après-midi et commence à regarder autour de lui. White n'est pas là dans le business de la télévision. White est là en client, un client sérieux. Le genre de client qui entre dans un prêteur sur gage, avec la puissance financière nécessaire pour vider une vitrine s'il voit quelque chose qui lui plaît. Chumlee étant Chumlee, commence immédiatement à parler. Il ne réfléchit pas avant de parler. Il parle juste. Chumlee est excité. Dana White est dans le bâtiment. Dana White qui dirige l'une des plus grandes promotions de sport de combat de la planète. Chumlee commence à souligner les choses, à raconter l'inventaire, faisant exactement ce qu'un vendeur ne devrait pas faire lorsqu'un acheteur de grande valeur arrive à l'improviste. Chumlee mentionne la précieuse épée de samouraï de Rick, celle qui a mis 2 ans à être entièrement restaurée. Celle que Rick a ouvertement déclaré n'être à vendre en aucun cas. Celle que Rick garde parce qu'elle est la pièce maîtresse de toute sa collection personnelle. Au deuxième blanc qui entend ces 4 mots « pas à vendre », ses yeux s'illuminent. S'il y a une chose qu'un homme comme Dana White ne peut pas supporter, c'est qu'on lui dise qu'il ne peut pas avoir quelque chose. Il le veut. Maintenant. Le prix n'a pas d'importance. La conversation a déjà dépassé la question de savoir si l'accord aura lieu et son montant. Chumlee sentant le jour de paye lance un numéro. 40 000 $. Blanc ne bronche pas. Il contre-attaque. 33 000 $ pour l'épée. De plus, il ajoutera un autre jeu d'épée de sa propre collection pour adoucir l'affaire. Forfait total 60 000 $. Fait. Avant même que Rick ne sache ce qui se passe, avant même que Rick ne soit dans la pièce, l'épée est vendue. 2 ans de restauration. Sa pièce préférée a disparu. La transaction se conclut plus rapidement que la plupart des transactions de prêteurs sur gage sur des articles valant 1/100 du prix. Je vais vous dire quoi. Je prendrai ça pour 30 000 $ et j'achèterai également chacune des épées que vous m'avez montrées là-bas. Donc encore 30 000 $ pour les autres épées. Tout dépend de toi, mon pote. Vous savez quoi? C'est un accord que je ne peux pas refuser. Rick entre quelques minutes plus tard, voit l'endroit vide sur le mur et la réalisation lui arrive d'un seul coup. Chumlee vient de vendre son épée. Rick est furieux, pas à voix haute mais à voix basse, ce qui est encore pire. La façon dont Chumlee va en entendre parler pendant des semaines. Mais l'argent est déjà dans la caisse. L'affaire est conclue. White accroche déjà mentalement cette épée à son mur. Rick Laval pivote et sort une deuxième épée. Si la pièce de prix disparaît, Rick tentera au moins de récupérer du terrain lors de la prochaine vente. Rick essaie de vendre à White la deuxième épée pour 10 000 $. White, toujours homme d'affaires, parle à Rick de 9 000 $. Une autre affaire conclue. Même en mode nettoyage, les Blancs trouvent toujours un moyen de gagner la négociation, c'est-à-dire l'effet Dana White. White entra pour jeter un rapide coup d'œil autour de lui. White est reparti avec 69 000 $ d'épée, dont une qui n'était jamais censée être à vendre en premier lieu. Rick passe le reste de l'après-midi à tirer des poignards sur Chumlee depuis l'autre côté du comptoir. Chumlee hausse simplement les épaules. 60 000 $, c'est 60 000 $. Dans une ville où la seule monnaie qui compte est la prochaine transaction, Chumlee a techniquement fait son travail. Rick ne le verra pas de cette façon avant au moins une semaine. Mick Foley fait la journée des fans. Chaque célébrité qui se présente au Gold et Silver Pawn Shop appartient à l'une des 2 catégories suivantes. La célébrité est l'acheteur, le vendeur ou l'authentifiant. White était un acheteur. Quad était un authentificateur. Carell était un navigateur qui jouait un rôle. Le prochain walk-in est un authentificateur avec un fan dans le bâtiment qui est sur le point de perdre la tête. La prochaine célébrité à franchir la porte est la légende de la lutte, Mick Foley. Un homme entre avec 2 objets. Un masque signé Mankind, un mec amoureux, t-shirt. Tous 2 auraient été dédicacés par Foley lui-même. Le vendeur demande 300 $ pour la chemise et 200 $ pour le masque. 500 $ au total. Le prix n'est pas déraisonnable pour des souvenirs de lutte vérifiés. Foley est un nom de calibre Hall of Fame.
Le personnage de Mankind dispose à lui seul d'une base de collectionneurs dévoués. Rick appelle Foley pour s'authentifier. Chumlee, un fan inconditionnel de catch, perd complètement la tête. Il sautille dans le magasin comme un enfant le matin de Noël. Pour Chumlee, ce n'est pas une apparition normale de célébrité. C'est le genre de moment pour lequel Chumlee paierait pour être dans la pièce. Foley examine les deux éléments et confirme que les deux signatures sont légitimes. La confiance du vendeur se renforce. L'authentification vient de se produire en personne par la célébrité elle-même devant la caméra. Je passe une bonne journée et c'est définitivement mon écriture. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je peux vous dire avec certitude que c'est ma signature. Eh bien, c'est plutôt cool. Et cela semble être dans un état exceptionnel, tout comme ce t-shirt. L'accord est censé être conclu. Ensuite, Rick fait ce qu'il fait toujours. Il propose $200 pour les deux articles combinés. Le vendeur gardait les objets depuis des années, espérant un salaire. L'authentification Foley était censée être la validation qui lui aurait finalement permis d'obtenir le prix qu'il souhaitait. Au lieu de cela, l'offre arrive à une fraction de la demande, même pas proche. Le calcul ne fonctionne pas. Le vendeur peut soit accepter moins de la moitié de ce qu'il a acheté, soit repartir avec les mêmes articles qu'il a apportés. Le vendeur choisit la fierté plutôt que le profit. Il emballe le masque et la chemise et sort avec les deux. Rencontrer Foley en personne était incroyable. Tomber dans l'oubli ne l'était pas. Certaines transactions ne sont tout simplement pas censées se réaliser. Et celui-ci était terminé au moment où Rick avait donné son numéro. Phil Collins et la guitare Def Leppard. Une femme blonde entre dans le magasin avec une guitare qui semble appartenir à une scène de stade. Elle demande $10 000. La guitare est signée et peinte à la main par Phil Collins de Def Leppard. La guitare n'est pas qu'une pièce signée. Il a été personnalisé directement par Collins. La peinture est son œuvre. La signature fait partie de l'œuvre d'art plutôt que d'être griffonnée dans le coin. Ce type de provenance, s'il est réel, a bien plus de valeur qu'une guitare standard dédicacée. Rick, méfiant comme toujours, fait appel à un expert. L'expert s'avère être Phil Collins lui-même. Collins reconnaît instantanément la guitare et gratte quelques notes pour confirmer qu'elle joue toujours comme elle le devrait. L'authentification est propre, l'œuvre est la sienne. La signature est la sienne. L'instrument est authentique. Le vendeur tient ferme à $10 000. Rick propose $8 000. Ils négocient et finissent par régler le montant à $8 500. Une bonne affaire sur un véritable morceau de l'histoire du léopard sourd. Tout bien considéré, je dirais $10 000. Laissez-moi vous donner $8 000 pour cela. Je veux dire, je dois gagner un peu d'argent. $9 000. Phil Collins y jouait maintenant. Laissez-moi vous donner $8 500. Je vais le faire. Le magasin repart avec un instrument qui contient à la fois une histoire musicale et des arts visuels. Le vendeur repart avec de l'argent proche de l'original. Demandez. Katie Couric et la signature Twain. La prochaine visite d'une célébrité prend le personnel complètement au dépourvu. Corey jette un coup d'œil à la femme et la prend pour Katie Holmes. Puis il devine Kate Winslet. La femme rit des deux mauvaises réponses avant de révéler qu'elle est en réalité Katie Couric, la célèbre journaliste. Couric n'est pas là pour être filmée. Couric est là parce qu'elle est une collectionneuse et qu'elle a l'œil sur quelque chose d'énorme. Une signature de Mark Twain. C'est le renversement de la dynamique habituelle des prêteurs sur gage. La plupart des célébrités qui passent par le prêteur sur gage d'or et d'argent vendent quelque chose, authentifient quelque chose ou font une brève apparition devant la caméra. Couric achète. Elle est la cliente. L'influence dans la salle a changé. Rick évalue la signature Twain à $22 000. Couric repousse. Elle n'avait pas l'intention de dépenser autant. Elle compte à $12 000. La négociation qui s'ensuit est différente de toutes les autres transactions en magasin. Couric n'est pas désespéré. Couric ne bluffe pas. Couric est un collectionneur sérieux avec un budget précis pour une pièce précise. Et elle marchera si le numéro ne fonctionne pas. Ils négocient, trouvent un terrain d'entente, et l'accord est conclu. Combien cherchez-vous pour cela? $20 000. Ouf, c'est un peu plus que ce que je voulais dépenser. Combien me donnes-tu? Je te donnerai, et $12 000. Accord. Vraiment vendu. Ouais, ce n'est pas tous les jours que Katie Couric vient ici. Couric repart avec un morceau de l'histoire littéraire américaine, et Rick repart avec de l'argent
et une histoire. Toutes les célébrités n'entrent pas dans le magasin pour vendre. Certains viennent acheter, et l'effet de levier s'inverse complètement. L'essai routier de la Mustang. En 2013, Carroll Shelby s'est associé à Roger Penske pour construire seulement 150 GT Mustang personnalisés portant le nom de Shelby. L'un des heureux propriétaires décide de se séparer du sien et s'arrête sur le parking du Gold and Silver Pawn Shop. La voiture est rare de par sa conception. 150 unités au total avec providence de construction documentée. Chacun venait de l'usine avec la signature de Shelby sur les documents. Le marché des collectionneurs de ces voitures est restreint mais extrêmement actif. Rick est intrigué, mais Rick a besoin de preuves que la voiture fonctionne comme elle le devrait. L'état pourrait être parfait esthétiquement, et pourtant cacher un problème sous le capot qui anéantit entièrement la marge de revente. Ainsi, Rick fait appel au pilote professionnel NASCAR, Joey Logano. Logano connaît les voitures de performance comme Rick connaît les négociations de pions. Le savoir-faire est réel. Logano emmène la Mustang faire un tour du pâté de maison. Il revient en souriant. La voiture tire. La voiture tient la route. La réponse du moteur est exactement ce qu'une version Shelby Penske devrait offrir. La vérification est terminée. La transaction se clôture à 60 000 $. L'un des retournements de voiture les plus mémorables de l'histoire de l'atelier, scellé par un champion NASCAR au volant. La plupart des gens qui entrent dans un prêteur sur gage avec une guitare transportent quelque chose qu'ils ont trouvé dans leur sous-sol couvert de poussière. Vic Flick n'est pas la plupart des gens. Flick est le guitariste derrière le thème original de James Bond. Le riff qui ouvre chaque film de Bond depuis le début des années 60 est sorti de ses doigts. Flick arrive avec une Fender Stratocaster de 1961. Pas n'importe quel Stratocaster. Cette guitare a été jouée sur des enregistrements allant des Beatles à Tom Jones. La provenance est documentée. L'histoire est réelle. Flick demande 70 000 $. Le chiffre est élevé mais défendable. Une guitare avec ce genre d'historique d'enregistrement appartenant à un joueur avec le CV de Flick n'est pas une annonce eBay occasionnelle. Il s'agit d'une pièce de musée avec un pedigree fonctionnel. Rick négocie dur. Il le fait toujours. Après quelques allers-retours, la transaction se clôture à 55 000 $. Pour une guitare qui a contribué à définir le son de toute une époque de la musique britannique, le prix est plus que juste. La guitare quitte les mains de Flick. L'argent va dans l'autre sens. Allez-vous prendre 50 000 $ pour ça? Je me tourne plutôt vers le 70, peut-être le 65. Tu vas vers le 60, j'irai 55 000 $. D'accord. Ouais, d'accord. La Gibson de Stephen Stills et la Stratocaster de Vic Flick étaient impressionnantes. Ce n'était pas la guitare la plus chère jamais vendue dans le magasin. Cet honneur appartient à une Gibson SG 202 940 et un qui appartenait autrefois à Stephen Stills de Crosby, Stills et Nash. Le vendeur arrive préparé. Il apporte l'acte de vente original signé par Stills lui-même. Une paperasse aussi solide élimine presque tous les arguments que Rick pourrait faire valoir. La provenance est le facteur le plus important dans l'évaluation d'un instrument appartenant à une célébrité, et ce vendeur l'a documenté. Rick examine la documentation, examine la guitare et exécute les chiffres. L'histoire est vérifiée. La condition est forte. La provenance est verrouillée. Rick sort 85 000 $ en espèces, l'un des plus gros achats de guitare de l'histoire du magasin. Une guitare qui a tourné avec l'un des groupes les plus emblématiques de toute une génération vendue sur un comptoir à Las Vegas. L'achat de Stills est un type d'accord différent de la marche des célébrités en segment. Le vendeur n'est pas une célébrité. Le vendeur possède juste un morceau de l'histoire des célébrités. Mais la valeur repose entièrement sur le nom de célébrité attaché à l'instrument. La connexion les Paul. Si une guitare légendaire ne suffisait pas, en voici une autre. Les Paul a pratiquement inventé la guitare électrique telle qu'elle existe aujourd'hui. Son épouse Mary Ford était elle-même une légende de la musique, faisant partie de l'un des duos d'enregistrement les plus réussis de l'après-guerre. Lorsqu'une guitare de Mary Ford arrive au magasin, le vendeur sait exactement ce qu'il a. La demande d'ouverture est la somme époustouflante de 250 000 $. Rick négocie comme Rick négocie. Il pousse, il tire, il souligne tous les défauts qu'il peut trouver. Il parle durement au vendeur, des voitures, et apparemment cette chose est en très bon état. Mais malheureusement le vendeur le sait aussi. Nous allons donc devoir le dénigrer un peu. La transaction se clôture finalement à 90 000 $.
Rick repart avec un morceau d'histoire de la musique dont il sait qu'il vaudra bien plus à l'avenir. Le vendeur repart avec un chèque qui, même s'il ne s'agit pas du quart de million avec lequel il a ouvert, représente néanmoins un gros salaire. 160 000 $ ont été retirés du prix entre la demande d'ouverture et la poignée de main de clôture. C'est le genre de fossé dans les négociations qui définit le magasin. Si vous voulez payer 90 000 $, vous pouvez l'avoir. 88 000 $, 90 000 $, 88 000 $. Vous obtenez l'histoire ici. 90 000 $, c'est mon numéro. Très bien, 90 000 $. Parlons. Le numéro d'ouverture est toujours un fantasme. Le numéro de clôture est toujours là où Rick peut le trouver. Et dans les bons jours, l'écart entre ces deux chiffres est plus large que ce que la plupart des gens gagneront en un an. La vente d'épée Dana White reste le moment de célébrité le plus bruyant de l'histoire du magasin. 60 000 $ en espèces. 2 ans de restauration en sortant. Rick n'était même pas dans la pièce quand c'est arrivé. La pièce que Rick avait juré de ne jamais quitter du magasin. Je quitte le magasin parce que Chumlee a ouvert la bouche au mauvais moment. Le genre d'histoire qui se répète chaque fois qu'une nouvelle célébrité franchit la porte d'entrée. Parce que chaque employé du bâtiment sait désormais ce qui se passe lorsqu'un mauvais article d'inventaire attire l'attention du mauvais client. Mais l'épée n'est pas la seule enlacée pour le titre de flip le plus coûteux. L'accord de guitare de Mary Ford a permis à Rick d'économiser 160 000 $ sur la demande d'ouverture. Ce qui signifie que quelqu'un de l'autre côté de cette transaction a perdu 160 000 $ de valeur attendue. Le marchandage de couteaux de Steve Carell aurait dû rapporter 6 000 $ sur une pièce de 2 500 $. Et au lieu de cela, il n'a rien rapporté du tout parce que Carell n'a jamais été sérieux au départ. L'album de Bob Dylan aurait pu coûter 500 $ si Chumlee s'était souvenu d'une règle simple concernant la collection d'autographes. Ensuite, il y a l'autre catégorie, les contrats pour lesquels Rick a gagné gros. La Stephen Stills Gibson à 85 000 $, la Vic Flick Stratocaster à 55 000 $. La signature Mark Twain vendue à Katie Couric. Chacun d'entre eux représente une entrée de célébrité qui s'est terminée par un changement de main et une valeur des deux côtés de l'accord. La question est lequel pique le plus l'épée que Rick a perdue parce que Chumlee a ouvert la bouche. L'album Chumlee a été ruiné parce que Chumlee a ouvert la bouche. Ou l'accord que Rick a presque conclu avec Steve Carell qui a quitté la porte pour rien. Déposez la réponse dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de visites de célébrités et les offres qui ont presque fait sauter la boutique.